Oui, merci. Bonsoir à tous. Euh, donc, ce que j'ai choisi comme texte ce soir, c'est au tout début de la Bible, dans Genèse 4. Euh, donc, je vais vous le lire. Et donc, pour ceux et celles qui veulent le prendre avec nous, n'hésitez pas. Donc, en fait, ça va être la plupart du chapitre. Je vais m'arrêter juste un peu avant la fin. Euh, donc, de son union avec Adam, son mari, Ève devint enceinte. Elle mit au monde Caïn, et dit alors, j'ai fait un homme grâce au Seigneur. Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, je sais jamais le dire, désolé, Abel. Abel fut berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta les produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta un sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva un profond dépit et faisait triste mine. Le Seigneur lui dit alors, « À quoi bon te fâcher et faire triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Cependant, Caïn dit à son frère, « Sortons. » Quand ils furent dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Et Caïn répondit, « Je n'en sais rien. Est-ce à moi de surveiller mon frère ?» Le Seigneur répliqua, « Pourquoi as-tu fait cela? J'entends le sang de ton frère dans le sol me réclamer vengeance. Tu es désormais un maudit, chassé du sol, qui s'est ouvert pour accueillir le sang de ton frère, ta victime. C'est pourquoi tu auras beau le cultiver, il ne te donnera plus ses richesses. Tu seras un déraciné, toujours vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma peine est trop lourde à porter. Tu me chasses aujourd'hui du sol cultivable, et je vais devoir me cacher loin de toi. Je serai déraciné, toujours vagabond sur la terre. » Donc en fait, je suis désolée de commencer cette soirée avec un passage un peu lugubre. C'est pas le plus joyeux des passages dans la Bible, mais en fait, c'est un passage qui m'est resté dans la tête depuis que Rachel m'a demandé de faire cette petite introduction biblique. Et donc je pense au-delà du fait que je trouve intéressant que le sol ait ici un peu un rôle de mémoire. Enfin, c'est le sang d'Abel dans le sol qui crie à Dieu. Donc un peu un espèce de le sol se fait imprégner par l'histoire des gens. Ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est en fait toute cette relation entre Dieu, Caïn et le sol, et cette richesse que le sol apporte. Et donc c'était toute la question de pourquoi Dieu favorise plutôt l'offrande d'Abel. Ça, c'est toute une question à part entière qui pourrait être traitée autrement. Mais je me demandais s'il y a pas quelque chose d'intéressant dans le fait que Caïn est jaloux de son frère. Et je me demande si c'est quelque chose un peu symbolique aussi de les fruits de la terre, c'est peut-être moins impressionnant que un petit agneau tout nouveau-né. On le voit avec l'internet aujourd'hui, tout le monde est beaucoup plus attendri par des agneaux ou des bébés animaux que des carottes et des tomates. Mais je me demande, donc ça peut paraître, enfin je me demande si c'est ça qui touche à l'ego de Caïn, qui devient jaloux. Et pourtant, quand Dieu lui enlève comme punition les fruits de la terre, donc la terre referme ses richesses, là, Caïn se rend compte que en fait c'est une grosse malédiction, que en fait il va être déraciné, il aura plus de terre, il aura plus les ressources que Dieu lui a données. Et donc voilà, donc ce que je voulais nous encourager ce soir, c'était à réfléchir sur ce sol que Dieu nous a donné, que parfois peut-être on voit pas assez la valeur qu'il y a derrière ce sol, et un sol surtout en bonne santé qui peut produire. Donc la recherche en fait découvre aujourd'hui que les scientifiques savent pas trop comment le sol fonctionne, quelles sont toutes les interactions. C'est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus, de
de rechercher ce sol. Et en fait, donc finalement, c'est une très fine couche de la planète, très très fine, entre 30 centimètres et 1 mètre souvent. Et pourtant, c'est un peu la base de tout notre nourriture, de tout ce que Dieu nous donne. Et donc voilà, c'était vraiment juste une réflexion pour moi avec ce passage sur le fait que bah, parfois on peut regarder beaucoup vers d'autres choses qui ont l'air plus impressionnantes peut-être, mais en fait finalement quand on prend le temps avec Dieu de se rendre compte de ce que le sol nous apporte et que c'est un peu la base de notre vie, bah, je trouvais ça intéressant, ce petit pas d'humilité d'être en mode oh, en fait c'est très beau et c'est un peu un miracle quotidien que Dieu nous approvisionne tous avec ce qui sort du sol, avec cette toute petite fine couche de la terre. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Edouard. C'est la première fois que je participe à un Zoom de ce type, mais je suis un peu de loin parce que j'ai la chance d'être le mari de Marine, que vous avez sûrement dû croiser ou entendre dans ces Zooms ou ailleurs. Et donc ce soir, je vais animer l'échange avec Henri Gérard et Éric Toumieux, qui vont nous parler de leurs projets respectifs qui est en Afrique et qui est lié au concept de permaculture et de agroécologie. Donc, avant de leur laisser la parole, je vais juste présenter un peu la théorie sur la permaculture et l'agroécologie. J'imagine que c'est bon pour vous. Donc, la permaculture, qu'est-ce que c'est? Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Alors, tout de suite, je vous donne une définition de la permaculture, qui est une définition de Graham Bell, qui n'est pas celui qui a inventé le téléphone ou je sais plus quoi, mais qui est un prof de linguistique anglais qui s'est reconverti dans l'étude de la permaculture notamment, et il donne cette définition qui résume assez ce que c'est la permaculture. La permaculture, c'est l'aménagement consciencieux du paysage qui imite les modèles trouvés dans la nature pour produire en abondance de la nourriture, des fibres et de l'énergie pour couvrir les besoins locaux. Voilà, ça c'est une définition de la permaculture. Donc chaque terme est assez important. Euh, alors la permaculture, ça a été inventé pas par Graham Bell, mais le concept a été mis au jour par Bill Mollison et David Holmgren. Donc Bill Mollison, il est décédé aujourd'hui, mais David Holmgren, il est encore vivant. C'est deux Australiens qui ont donc inventé ce terme de permaculture. Au départ, c'est un mot valise en fait qui vient de permanente agriculture, donc en français agriculture permanente, c'est transparent. Et eux-mêmes, ils se sont inspirés de Masanobu Fukuoka, donc qui est, comme son nom l'indique, japonais, qui a vécu aussi au XXe siècle et qui a écrit un livre en 1975 qui s'appelle La révolution d'un seul brin de paille. Et c'est ce livre qui est un peu fondateur et que Bill Mollison et David Holmgren ont repris pour faire, eux, leur livre en 1978 qui s'appelle tout simplement Permaculture 1. 1, le chiffre, parce qu'après il y a Permaculture 2. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Je vous donne un peu les grands moments historiques du développement de ce concept. Donc Masanobu Fukuoka, qu'est-ce que lui il a développé? En fait, il a réussi à faire pousser du riz et de l'orge aussi, je crois, sur un terrain sans travail du sol, donc sans labour et en plus sans pesticides, etc. Et sans travail mécanique, tracteur, etc. Et donc, il a réussi à faire ça avec tout un tas de méthodes euh, qui ont été repris donc par Bill Mollison et David Holmgren, qui eux ont élargi un peu la chose, ont vraiment étudié avec la science de l'Occident pour mettre au jour donc la permaculture. Et ils ont défini la permaculture avec plusieurs principes. Donc, en général, il y a 12 principes de la permaculture.
Sauf que en fait, ce concept de permaculture, il a été repris par plein de gens, plus ou moins savants, qui ont ajouté ou enlevé un principe, un ou plusieurs principes, voilà. Donc, si vous voulez, je vous en donne plusieurs des principes, mais disons que c'est pas eux qui font foi pour dire est-ce que c'est ou pas de la permaculture, mais pour que vous puissiez cerner un peu plus ce que c'est. Par exemple, un des principes de la permaculture, c'est que chaque élément remplisse plusieurs fonctions. Voilà, c'est assez large. Un autre principe, chaque fonction doit être assurée par plusieurs éléments. Voilà. Donc vous voyez, c'est déjà on sent que c'est quelque chose qui est assez large et qui dépasse seulement juste l'agriculture, même si c'est hyper lié. Par exemple, un autre principe, c'est travailler avec la nature et non contre elle. Donc ça, par exemple, on peut facilement faire le lien avec l'utilisation de pesticides pour lutter contre des parasites. Ça, c'est dans l'agriculture conventionnelle. Et du coup, on travaille contre la nature parce qu'on va essayer d'éliminer le parasite. Alors que dans la permaculture, on peut avoir d'autres méthodes, comme par exemple faire intervenir un autre être vivant pour lutter contre la surabondance d'un être vivant qui serait nuisible à l'agriculture. Et donc ça, on travaille avec la nature et pas contre elle. Qu'est-ce que je peux vous donner? Par exemple, il y a un autre principe, c'est partir des structures d'ensemble pour arriver au détail. Voilà, ça c'est un autre principe. Bon, mais enfin, ça c'est bien pour cerner un peu ce que c'est, mais c'est pas ça qui définit, qui donne des limites à la permaculture. Ce qui peut être pas mal pour définir la permaculture, c'est aussi de voir les trois piliers de la permaculture et les trois éthiques de la permaculture. Euh, donc les trois piliers, le savoir-faire, le savoir-être, le biomimétisme. Voilà, donc c'est un ensemble de savoir-faire, un ensemble de savoir-être et des techniques de biomimétisme, c'est-à-dire de copier la nature pour y faire de même. Et les trois éthiques, là ça va peut-être être un peu plus clair, c'est prendre soin de la terre, prendre soin de l'homme, de l'humain, et partager équitablement, produire en abondance et partager équitablement. Et donc, finalement, à partir du moment où votre action, elle rentre dans ces trois éthiques, ou une de ces trois éthiques, prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et produire en abondance et partager équitablement, eh ben, ça rejoint la permaculture. Voilà. Donc, vous avez compris que la permaculture, donc c'est un concept assez large qui rejoint d'abord l'agriculture, mais qui peut s'appliquer aux organisations humaines. C'est un concept aussi philosophique, politique, etc. Et d'ailleurs, pour terminer sur la permaculture, au début, le mot permaculture, il est formé de permanente agriculture par les deux fondateurs, Bill Mollison et David Lundgren. Et en fait, dans leur deuxième livre, je crois, qui s'appelle Permaculture 2, ça devient la culture de la permanence. De la permanence dans le sens de cultiver tout ce qui est pérenne, durable, viable. Voilà. Donc ça, c'était la permaculture. Euh, et ensuite, un concept qui est aussi très lié à la permaculture, c'est l'agroécologie, qui est peut-être plus simple à définir parce que ben, ses limites sont plus claires. L'agroécologie, donc là c'est aussi un mot valise, agriculture et écologie, c'est comment on intègre les, les enjeux de l'écologie dans l'agriculture. Donc ça c'est un concept qui est peut-être plus vieux et plus développé en France notamment. Donc c'est un ensemble de pratiques agricoles, par exemple éviter la monoculture, favoriser la polyculture, la rotation des terres, parce que la monoculture ça appauvrit les sols, du coup on doit mettre des intrants dans le sol, et puis en plus ça augmente le risque de maladie des plantes qu'on cultive. Euh, Avoir des techniques de fertilisation en utilisant, plutôt que d'utiliser des engrais de synthèse, utiliser des engrais verts, donc certaines plantes qui permettent de nourrir le sol, utiliser du compost aussi, par exemple. Et une autre pratique, c'est aussi d'utiliser des couverts végétaux. Donc, c'est plutôt que d'avoir un sol qui est nu et donc qui est beaucoup plus sensible à l'érosion et qui aussi garde moins l'eau,
c'est d'utiliser certaines variétés de plantes pour couvrir le sol et ensuite faire de la culture à partir de ce sol couvert. Voilà. Et l'agroécologie, c'est aussi devenu un mouvement politique, notamment en Amérique du Sud, avec certains mouvements paysans euh, voilà, qui rejoint des thèmes aussi sur lutte contre la pauvreté. Comment est-ce qu'un paysan peut eh ben, assurer aussi sa subsistance. Et en France, ça a été aussi pas mal repris par Pierre Rabhi, que je pense que vous connaissez, qui est décédé il n'y a pas longtemps, avec le mouvement des colibris. Voilà. Comment vivre dans la nature de manière durable en faisant en sorte que chacun puisse avoir les ressources dont il a besoin. Voilà sur les concepts de permaculture et d'agroécologie. Et donc, après cette présentation très théorique, on va avoir des interventions peut-être beaucoup plus pratiques avec Éric Toumieux et Henri Girard. Donc, je vous présente vite fait qui sont ces deux personnes que je remercie vraiment beaucoup de s'être rendu disponible ce soir, de nous partager leur expérience. C'est vraiment une chance qu'on a. Donc, Éric Toumieux, c'est un pasteur qui habite au Sénégal et qui est le fondateur du projet Bercheba, qui est un programme d'agroforesterie et un centre de formation pour les jeunes agriculteurs du Sénégal. Et Henri Girard, c'est le président de Terre Verte, qui est une ONG implantée au Burkina Faso et qui développe des bocages au Sahel. Voilà, donc Henri Girard. Je suis donc le responsable de l'ONG Terre Verte, une ONG française originaire du nord de la France, à la frontière belge. Et nous travaillons depuis une trentaine d'années au Burkina Faso sur d'abord la conception et le développement d'un bocage adapté au Sahel. Donc l'idée de départ, c'était de travailler pour réconcilier le paysan sahélien avec son environnement dans lequel dans la situation de départ, qui est toujours la situation de beaucoup de paysans au Sahel, les gens vivent mal et ils détruisent l'environnement. Donc, ils vivent de plus en plus mal. Donc, l'idée, c'était de briser cette fatalité et d'arriver à d'autres paradigmes, d'autres manières de faire, de gérer l'environnement, l'agriculture, afin que les gens, en fait, les paysans vivent de mieux en mieux et que leur environnement aussi s'améliore avec le temps. Et ça nous a amené à concevoir un système de diguettes en terre, de haies vives, d'aménagement de l'espace rural, qui s'appelle le bocage, un bocage qu'on retrouve en Europe de l'Ouest et aussi en Afrique, dans certaines régions d'Afrique assez rares, mais il y en a. Et donc ce système bocager, c'est surtout un maillage de haies vives qui donne un cadre harmonieux entre l'agriculture, l'élevage et la forêt qui se retrouvent sous forme de haies vives, en fait. Et une haie vive, en fait, c'est comme une mini forêt linéaire. Et avec l'avantage de la forêt, parce que vous savez qu'en forêt, l'endroit le plus vivant de la forêt, où il y a le plus de biodiversité, c'est la lisière de la forêt. Donc l'avantage avec une haie vive, c'est qu'on a un apport forestier avec de chaque côté une lisière, en fait. De chaque côté de la haie vive, il y a une lisière. Donc c'est un milieu de grande biodiversité et donc qui permet un bon équilibre, en fait, au sein des paysages entre l'agriculture, foresterie et élevage, puisque l'élevage est intégré par la prairie, soit temporaire, soit permanente. Voilà, enfin ça c'est pour présenter succinctement ce que nous faisons. Et après, ça c'est l'objectif, c'est la vision principale de Terre Verte. Et après, il y a ce qui est aussi intéressant chez nous, c'est la manière dont on arrive à développer cette vision, c'est à travers des groupements de villages.
Hein, c'est des villages qui sont regroupés en associations intervillages. Et bon, il y en a 5 hein, pour l'instant, c'est encore assez petit, mais il y en a 5 au Burkina Faso. Et ces associations intervillages, en fait, vont être propriétaires d'une ferme pilote. Et cette ferme pilote est la cheville ouvrière pour développer concrètement ces techniques d'aménagement avec les paysans de la zone de l'association intervillage. Donc, qui se regroupent. Alors ça, c'est tout un. Si on rentre beaucoup dans les détails, ça va prendre du temps, mais les gens se regroupent en ce qu'on appelle des groupements fonciers pour aménager les terres dans un système de copropriété coutumière. Voilà, en grand résumé, ce que nous faisons. Là, et vive qui sépare les parcelles. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que si on regarde dans l'axe, bon là on le voit, on le voit pas trop bien, mais on voit il y a là et vive et dans l'axe des champs, il y a des arbres un peu plus de haut G, hein, puisque la haie vive est taillée et rabaissée à 1,20 m à peu près tous les 4 à 7 ans. Et dans l'axe des champs, on laisse pousser des arbres beaucoup plus grands qui, eux, vont apporter, auront un apport différent dans l'équilibre entre l'arbre et l'agriculture. Ok, super. Ok, c'est vraiment une grande joie d'être avec vous, avec Arosha, de revoir des vieux amis. Et aussi, c'est pour moi l'occasion de voir enfin le visage de Henri. Et donc, je suis un admirateur du projet Terre Verte et du projet de Henri et Marthe. Et pour ceux, si vous n'avez pas lu le livre de Henri, Ouégoubri, un bocage dans le Sahel, vraiment, c'est un livre que je vous recommande. Très, très bon ouvrage et très éclairant sur l'arbre au Sahel et tout ce qui permet tout ce qui permet de venir à la vie lorsque l'arbre est de retour sur un paysage sahélien. Donc c'est vraiment super. Moi tu m'as présenté tout à l'heure Édouard, donc je suis pasteur. J'ai salué mon collègue de Mulhouse parce qu'en fait j'étais envoyé par une église de Mulhouse avec mon épouse, une église qui s'appelle la Porte Ouverte Chrétienne. Ça fait un peu plus de 20 ans que nous sommes au Sénégal. Je travaillais aussi à un moment, j'étais responsable d'une ONG qui s'appelle Vision du Monde. Et je vois Paul qui hoche la tête. J'espère que ça te rappelle pas de trop mauvais souvenirs. Et donc le projet Beersheba, c'est un projet en fait qui a pris naissance avant qu'on parte au Sénégal. On était envoyé par le DEFAP, le service protestant des missions, et je me souviens d'un cours de géographie là fait par un pasteur dont j'ai oublié le nom, qui m'a profondément impacté. Et le gars était en train véritablement de prophétiser tout ce qui allait se passer en Afrique dans les 20 années qui allaient suivre. Il a parlé de l'accroissement de la population urbaine, mais aussi de l'accroissement de la population rurale. Il a parlé du déplacement des populations vers les côtes. Il a parlé de l'appauvrissement des terres. Il a parlé des crises d'alimentation qui allaient venir. On en a eu une en 2008 assez sévère. Et ça nous a donné l'envie avec mon épouse, alors que nous partions comme missionnaires, de nous lancer également dans un projet qui fédérerait ces thèmes de production de nourriture, de protection de l'environnement, de lutte contre la désertification, et en même temps de mettre en place, d'annoncer l'évangile et de mettre en place le royaume de Dieu là où on allait. Donc ça s'est fait. Et si vous avez vu le petit film, vous avez vu que tout a commencé par une vision avec un jeune pasteur sénégalais qui est aujourd'hui responsable de plusieurs églises. Et des populations nous ont véritablement donné un terrain de 100 hectares qui était un terrain hanté, un terrain qui était jugé une terre maudite. Et là, je connecte très fortement avec le message de Haïdan tout à l'heure. Merci beaucoup, Haïdan. L'idée du sol maudit.
l'idée que avec l'alliance de Jésus, nous pouvons renverser justement ce genre de malédiction, qu'elles sont pas éternelles. C'est quelque chose qui nous a beaucoup parlé. Et on a pris cette terre où il y avait véritablement aucun arbre. Il y avait juste deux vieux baobabs qui sont toujours là. Et on a pratiqué des techniques de régénération naturelle assistée. Et on a vu en quelques années la forêt revenir. Il faut dire aussi, à l'origine, je suis d'une famille de planteurs d'arbres, de la Creuse. Donc les gènes se sont disséminés jusqu'au Sahel. Et on a eu cet immense plaisir de voir non seulement la forêt se régénérer, mais également la biodiversité exploser dans un tout petit espace. Hein, ça fait 1 km². Et quelque chose qui nous a intéressé, c'est de voir sur ce kilomètre-carré-là, est-ce qu'on peut non seulement produire de la nourriture pour beaucoup de personnes, mais aussi donner du travail à beaucoup de gens, servir une communauté rurale dans le Sahel, répondre à ses besoins fondamentaux et en même temps trouver une nouvelle manière d'être Église, une manière à la fois discrète et forte d'être Église pour une population musulmane qui nous entoure. Voilà, c'était les différentes thématiques et on a vu ces choses se faire là dans les 15 dernières années. Et on a beaucoup de difficultés, on va en parler tout à l'heure, mais aussi quand même de la joie de voir que aujourd'hui c'est une soixantaine de personnes qui travaillent en permanence sur ce petit timbre-poste. Également d'avoir en permanence une trentaine d'étudiants sur site. D'avoir pu ouvrir un petit hôpital, une école, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est pas dans le film, mais ça arrête pas de changer. Donc voilà, on l'a appelé Beersheba en souvenir de jolis passages dans la Genèse, également où Abraham et Isaac font des expériences avec la terre, avec leurs troupeaux, avec l'agriculture et aussi avec les populations qui les entourent. Et bien sûr, avec de l'eau. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a appelé Beersheba. Super, merci Eric. Oui, d'ailleurs sur l'eau, ceux qui ont vu le film le savent et ceux qui l'ont pas vu auront encore plus envie de le voir, mais il y a un miracle sur l'eau dans ce terrain d'1 km², donc voilà, j'en dis pas plus. Enfin voilà, vous pourrez voir, tout est expliqué dans le film. Et du coup, merci d'avoir répondu à la question d'après qui était quelle vision vous apportez pour mettre en œuvre ce projet. Du coup, je pose la question aussi à Henri. Quelle est un peu la vocation, qu'est-ce que vous avez reçu qui a fait que vous vous êtes dit que vous alliez implanter, mettre en place ces bocages au Sahel? Bon, moi, au départ, l'idée de tout ce travail, c'est au départ une vocation personnelle, quoi, c'est mon initiative. Bien que, en fait, avec le temps, j'essaie non pas de m'effacer parce que je veux rester acteur, mais ça devient maintenant le travail de toute une grande équipe. Donc, mais au départ, c'était mon idée personnelle. Quand j'avais l'âge de 12 ans, j'ai vu un reportage en 1973. J'ai vu un reportage sur le Sahel à la télévision. En 1973, c'était donc une grande crise climatique, météorologique, une année de grande sécheresse dans tout le Sahel. Et donc c'est aussi le moment où en fait le monde a découvert le Sahel par cette crise qui touchait beaucoup les populations. Et donc, ça l'a vu d'un reportage en fin d'année 1973 que j'ai vu ce qui s'y passait et ça a déclenché ça en moi en fait. Voilà, comme un enfant de 12 ans, hein, c'est un rêve. Mais ce rêve ne m'a jamais quitté et je suis venu pour la première fois au Burkina Faso, donc au Sahel, en 1985. Donc 13 ans plus tard.
Et pas en 80, enfin, en 86, c'était donc 13 ans plus tard, voilà. Et puis et là j'ai appris à découvrir d'abord ce qu'était la réalité de la vie des gens du Sahel, hein, dans le nord du Burkina, puis après au centre du Burkina, jusqu'à en fait décider de m'implanter sur un site qui m'inspirait beaucoup, le site de Guiers, hein, qui a été le site pionnier de tout ce travail après, à partir de 1989-90. Voilà. Et on est toujours là-bas d'ailleurs. Ok, super. Euh, Juste une question de Julien. Est-ce qu'on peut dire que les services environnementaux rendus par une haie ou une lisière de forêt sont similaires? C'est une question qu'il a posée dans le chat. Est-ce Ah que oui, c'est... oui, que entre une forêt et le bocage, ben jamais exactement. Hein, la forêt, c'est ce qu'on appelle le climax. Hein, la forêt, c'est en général la solution que donnera la nature sur toutes les terres émergées, sauf bien sûr les cas particuliers, les zones froides, les bords de mer ou les déserts. Mais après, ben, il faut que l'homme aussi trouve sa place. Comme il est très gourmand, l'homme, ben, il faut trouver un compromis entre forêt et activité humaine. Sinon, c'est revenir à la cueillette, en fait. Hein. Ouais. Et donc, maintenant, les services de la haie ne sont pas ceux de la forêt. Ils sont moindres, mais c'est toujours la recherche du compromis donc entre les deux, quoi. Si par exemple, bon, je pense à la forêt amazonienne, si au lieu de la défricher entièrement et la brûler, on défrichait des carrés de 20-30 hectares en laissant des bandes forestières de 500 mètres de large, on aurait un impact beaucoup moins négatif que ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ce qu'on cherche avec le bocage, c'est ça, c'est de trouver en fait une bonne harmonie. Alors maintenant, le fait que ce soit un maillage est très important parce que en fait, le fait d'avoir un maillage, ça veut dire on a un étalement de l'effet forêt sur l'espace. Alors, si vous prenez par exemple les grandes plaines du nord de la France, vous pouvez avoir quelquefois 100, 200 hectares. Je vois qu'il y a des gens de la Somme là, donc si on voit la Somme par exemple, vous pouvez avoir 200-300 hectares sans un seul arbre, et puis ou bien 200-300 hectares sans aucune haie, et d'un seul coup il y a un petit bosquet. L'effet d'un petit bosquet, même s'il fait 3 hectares au milieu de 300 hectares de champs de zones dénudées, en fait, n'a quasiment aucun impact. Mais si on prenait tous les arbres de ce petit bosquet de 3 hectares et on les alignait sur des kilomètres, même sur 1 mètre ou 2 de large, on aurait un effet beaucoup plus important. Donc, c'est pour lui dire qu'en fait, l'idée, c'est que le fait d'avoir un maillage et la haie vive, on fait un écran, on fait une sorte d'écran d'occupation plus générale de l'espace, et, et puis on arrive en fait à jouer aussi sur la météo, parce que quand l'atmosphère humide arrive, la haie étant comme un écran bien étendu, elle va jouer plus comment dire, sur l'atmosphère. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Il faudrait peut-être des schémas, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas le même service environnemental, mais la haie en fait permet de se rapprocher de la forêt beaucoup plus qu'un bosquet au milieu des champs. En fait, c'est ça que je veux dire. Ok, d'accord, merci. Alors, je me tourne vers Eric pour la prochaine question. Quels sont les défis, contraintes et épreuves que vous avez rencontrés pour mener à bien ce projet? Et comment vous avez pu grandir, comment votre projet a pu grandir avec toutes ces épreuves et ces contraintes? Déjà, au départ, la terre était vraiment très, très dure. Pour vous dire, la première année, j'ai cassé des pierres dans le sol à la baramine.
pour faire 3 kilomètres de cordon pierreux dans le sens de la pente pour ralentir, juste ralentir un peu l'eau de la pluie qui glissait sur le terrain sans s'infiltrer. Tellement le sol était dur, les pluies d'hivernage, les premières pluies, elles pénétraient même pas. Donc avec les cordons pierreux, on a eu, c'était vraiment un travail de Romain. Et, je me rappelle qu'on a fait ça pendant plusieurs années. On n'avait même pas un forage, on n'avait pas d'eau. On faisait juste la régénération naturelle assistée avec la taille des arbres. On taillait les arbres suivant leur configuration. On les taillait pour qu'ils développent davantage de matière ligneuse. Donc c'était très très difficile. Au départ aussi, les gens se sont très rapidement aperçus qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc je me souviens des gens qui disaient ah vraiment là le toubab il est fauché comme nous. Et c'était et les gens nous ont tourné le dos. Paradoxalement, ça nous a rendu à ses services. On a pu remettre en place les fondamentaux du vivant sur cette terre sans être trop dérangé. On a eu aussi beaucoup d'incompréhension de certaines personnes qui étaient très très méfiantes de l'arrivée de chrétiens au milieu de villages musulmans. On a eu au début une très forte hostilité de quelques personnes, des gens qui nous ont mis le feu, dire notamment. Et Dieu est intervenu, Dieu nous a délivrés, et ça, au bout de quelques années, on a développé des relations d'amitié assez fortes, même très très fortes, avec des gens qui au départ ne comprenaient pas. Parmi les difficultés, on a aussi, il y a un mouvement qui s'appelle Dégage la France au Sénégal, avec des jeunes qui sont politiquement très très actifs et qui, bien que vivant dans un village qui a énormément bénéficié de la présence de Beersheba, sont politiquement souvent très mobilisés contre le fait que y a quelques blancs qui traînent là, quelques toubabs. Donc c'est pas facile. Les apprivoiser avec beaucoup de patience et essayer d'avoir le caractère de Jésus et petit à petit. Et aussi je sais pas si Henri a connu la même chose, mais le changement n'est pas forcément une valeur très très positive dans le Sahel, et le fait d'adopter des pratiques agricoles nouvelles ou des pratiques culinaires nouvelles, c'est quelque chose qui est vraiment qui prend énormément de temps à s'installer. Donc c'est dur, faut de la patience. Une autre difficulté qu'on a eue, c'est quand on a essayé de mettre en place une entreprise, de produire nous-mêmes, de nous insérer dans le tissu économique du Sénégal. Ça a été, c'est une aventure qui continue encore. En fait, c'est très très difficile de faire du business parce que souvent les chrétiens comprennent pas qu'on ait une dimension business, et les gens qui sont dans le business, ils comprennent pas qu'on ait une dimension chrétienne. Donc on est souvent pris entre deux feux, et le fait de développer dans Beersheba des produits bio, des beaux produits, que ce soit de la viande, des produits comme le moringa, l'artémisia, c'est quelque chose qui prend vraiment du temps. On est obligé de fonctionner comme une entreprise sociale et solidaire, ce qui fait qu'on est toujours financièrement à cran. On emploie beaucoup trop de personnes par rapport, mais il y a une pression sociale, qui est très très forte dans le milieu. On est au milieu du peuple sérère, pour ceux qui connaissent le Sénégal, et le fait de parler la langue des gens, le fait d'être au milieu des gens, mais tu deviens comme eux, et tu raisonnes finalement, tu raisonnes comme eux, et c'est pas toujours facile. Voilà certaines des petites difficultés qu'on a pu avoir. Ok, merci. De votre côté, Henri, est-ce que c'est un peu les mêmes difficultés, niveau argent, niveau politique, lien avec les personnes qui vivent sur ces terres? Comment ça s'est passé? Nous, en fait, on est
d'une manière générale, on est très bien accueillis à la fois par les autorités du pays. On est très bien accueillis par la population, puisqu'en fait, bon, à part le première implantation qui a été faite donc à Guiers à mon initiative en 1989. Maintenant, tout ce qui s'est fait après s'est fait sur la base de la demande des gens, de la motivation de la demande des gens, et nous mesurons la motivation des gens. Donc à partir de ce moment-là, parce que vous voyez que si par exemple un groupe de village veut adhérer au modèle, bon, il y a beaucoup de groupes de villages qui vont se présenter à nous. Ça arrive, tous les 3-4 mois, on a des gens qui s'intéressent. Mais après, on va voir un peu leur motivation. Qu'est-ce qu'ils sont prêts déjà à mettre pour comprendre et découvrir ce que nous faisons sans notre appui. Et puis, tout doucement, ça peut prendre un processus qui peut prendre 1, 2, 3 ans. On va mesurer leur motivation et après, si nous sommes bien compatibles, nous allons évoluer et après, Terre Verte va s'engager avec eux pour les aider à s'organiser et à faire ce modèle. Donc, déjà, le fait de travailler sur la motivation des gens, c'est déjà très important, quoi. Et après, une fois qu'on a une implantation qui est faite, une ferme pilote qui est implantée, pour travailler avec les paysans de la zone alentour, c'est pareil, c'est le même modèle. Les gens viennent avec leur projet d'aménagement et il y a tout un processus pour voir leur motivation, leur engagement, jusqu'à ce qu'on va mettre en pratique. Maintenant, c'est vrai qu'on a le même souci en fait par rapport à l'évolution des choses. L'évolution des techniques, des mentalités. C'est pas évident dans le milieu rural, paysan. C'est pas que les gens ne veulent pas, ne sont pas intéressés, mais bon, ben c'est pas évident de changer sa manière de vivre, surtout quand on est avec beaucoup de contraintes. Le fait qu'on est dans un mauvais équilibre, mais on est dedans et on subsiste dans cet équilibre. Donc, on va pas toujours avoir envie d'aller vers autre chose où ça peut être un peu l'aventure ou on ne sait pas trop. Hein, mais c'est la même chose que, par exemple, bon, on voit aujourd'hui, on parle de la transition écologique en Europe. Quand on voit les débats, il y a beaucoup de gens ont peur de perdre certains équilibres économiques par rapport à ça. Bon, le paysan du Sahel, c'est un peu la même chose, quoi. Il est dans un problème où il est en train de détruire son environnement, mais pour l'instant, il vit dedans. Donc, tant qu'il n'est pas acculé, eh bien, il se dit que ça peut toujours aller. Parce que quand on discute avec les paysans, souvent, ils pensent que le problème n'est pas la dégradation des sols, mais le problème, c'est qu'il ne pleut pas aussi bien qu'avant. Donc, beaucoup disent que s'il pleuvait comme autrefois, il y aurait plus de problème. Alors que c'est pas vrai. Même s'il y a une année où la pluie est meilleure, ça permet pas d'avoir des bons rendements parce que la terre est dégradée, appauvrie par des mauvaises pratiques. Donc il y a ce côté, cette mentalité à faire évoluer, et c'est toute la problématique et avec laquelle on avance pour avancer, pour changer les mentalités, l'état d'esprit, les paradigmes des gens, quoi. C'est ça un peu. Donc c'est une question de temps, mais par exemple, on voit que par rapport, vous avez vu la photo tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un périmètre bocager. Donc la photo qu'on voyait tout à l'heure, c'est à peu près un périmètre de 100 hectares qui est réparti avec autour de 20 ou 25 familles. Et l'intérêt des gens pour ce type d'aménagement, il est très fort. Maintenant, c'est pas parce qu'on a aménagé ces 100 hectares que il est bien mis en valeur. Il y a toute une autre partie du travail, il y a l'aménagement et après, il y a la mise en valeur de cet aménagement par des techniques de restauration et après des techniques qui permettent une agriculture durable, la permaculture dont on parlait, d'arriver à quelque chose de durable.
Ok. Alors, Paul posait la question, une question assez pratique. Vos pratiques agricoles nouvelles vous permettent-elles de vous passer d'apports d'engrais chimiques? Donc, Eric a répondu un oui très franc. Est-ce que vous, c'est pareil du coup, ce que vous mettez en place, ça permet de se passer d'intrants chimiques? Alors, ce qu'on met en place, c'est un cadre. Euh, vous voyez, le travail, notre travail, c'est d'abord de travailler sur le cadre paysager de l'agriculture. Donc, on fait un bocage. Et bon, ceux qui connaissent le bocage en France, vous pouvez avoir de très jolis bocages où en fait, à l'intérieur desquels on va mettre de l'engrais, des produits chimiques et, et mettre des antibiotiques aux vaches et ça se retrouve dans la nature. Et voilà. Donc en fait, nous on travaille d'abord sur le cadre. Après, le paysan, il est libre de l'utiliser à sa manière. Mais nous, dans ce que je disais là où je disais qu'on travaillait sur la mise en valeur, sur l'encadrement, l'animation autour de la mise en valeur de ces bocages, nous, par principe, on travaille en agro-bio-écologie. Voilà. C'est pour être plus précis, on travaille en agriculture bio et en agriculture écologique. Et donc, c'est la permaculture comme on l'a défini tout à l'heure. Hein. Et donc, voilà, on a ce principe-là, mais on laisse beaucoup les gens libres parce qu'ils sont chez eux en fait. Hein, simplement, ce n'est pas une obligation pour celui qui a bénéficié d'un aménagement de l'utiliser dans un cadre agro-bioécologique. Mais nous, on les incite à ça. Mais on n'est pas forcément écouté parce que les paysans du Sahel sont en train depuis quelques années, enfin du Sahel, du Burkina Faso, sont en train de découvrir les désherbants chimiques. Alors ils voient que en pulvérisant des herbicides, on n'a plus besoin de se baisser pour cultiver la terre. Voilà. Donc voilà, la tentation est trop forte et nous, on ne peut rien faire pour ça, sauf de parler, et puis avec le temps, peut-être ça ira mieux, voilà. Je voulais renforcer, Edouard, je voulais renforcer ce que disait Henri tout de suite par rapport à la croyance selon laquelle c'est la baisse de la pluviométrie qui engendre les problèmes agricoles. Et cette année, par exemple, on a eu une mauvaise saison des pluies. Dans notre zone, il a plu à peu près 400 mm de pluie, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et on a cultivé, on a fait du maïs. Et on a réussi à avoir une récolte de maïs avec 400 mm de pluie, ce que la plupart des gens jugeaient impossible. Généralement, au Sénégal, les gens pensent qu'il faut 800 mm de pluie pour avoir une récolte de maïs. Mais avec la combinaison des techniques de paillage, de trousailles, qu'on enseigne dans l'agriculture inspirée de Dieu, Farming God's Way, pour ceux qui connaissent, on a pu avoir du maïs avec seulement 400 mm de pluie cette année. Qu'est-ce que ça change que vous soyez chrétien? Comment vous vivez ces choses en ayant la foi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Pour moi, la question se pose à peine parce que l'engagement d'un chrétien pour le vivant, c'est quelque chose qui me semble la chose la plus naturelle du monde. Je vois, en fait, le fait d'être chrétien, le fait de participer à cette nouvelle alliance, à cette réconciliation, ça me donne vraiment beaucoup d'espoir. Romains 8 nous dit que toute la création, elle attend quelque part la révélation des enfants de Dieu et on est en train de se battre à côté d'elle, une création qui souffre, qui gémit, qui est dans les douleurs de l'enfantement et quelque part le fait de connaître Christ et d'avoir son esprit et d'avoir la perspective que nous donne la Bible nous donne aussi pour moi une perspective assez optimiste. Je suis absolument persuadé que un jour nous reconstruirons la terre. C'est une conviction qui est ancrée en moi que ça va bien finir et que et le petit modèle là que nous avons à Beersheba quelque part
Ça sert, c'est le petit, c'est la petite lumière qui annonce quelque chose de beaucoup plus grand qui va venir. Voilà. Alors moi, donc en fait, l'organisation pour laquelle je travaille n'est pas chrétienne, simplement parce que euh, bon, ma vocation de ce travail et puis la création de Terre Verte était antérieure à ma conversion. Alors j'étais de culture chrétienne, hein, comme beaucoup, enfin beaucoup, je sais pas, comme on peut l'être en Europe, mais j'étais de culture chrétienne, donc j'ai fait les écoles catholiques, les internats catholiques, donc je connaissais la Bible, je connaissais la culture Ah, toi chrétienne, je aussi? dirais. Pardon? Toi aussi? Ouais. Et donc voilà, donc si vous voulez que le fait que bon, je me suis converti en 1990, donc tout était déjà démarré au niveau de mon travail. Donc on s'est un peu posé la question à ce moment-là, d'ailleurs, avec mon épouse. Est-ce qu'on redémarre à zéro dans un cadre chrétien ou bien est-ce qu'on continue? Et bon, plusieurs personnes, on a échangé. Même un pasteur nous a dit non, soyez des chrétiens dans le monde, ça sera pas plus mal aussi. Donc on est resté tel qu'on était, donc avec des gens de toute confession dans une organisation laïque. Mais en tant que chrétien, en fait, euh, on a une force pour traverser les choses. On a une force d'abord, on sait le fait de s'appuyer sur Dieu permet de traverser beaucoup de difficultés, d'épreuves et de savoir vraiment travailler pour un objectif qui nous dépasse en fait, qui n'est pas notre propre intérêt. Donc ça c'est intéressant. Et puis un peu pour rebondir sur ce qu'a dit Eric, euh, ce que nous faisons, on a conscience que nous ne sommes qu'une goutte d'eau. Hein, c'est pas on espère que ça va changer avec le temps, mais parce que le monde s'intéresse de plus en plus à ces questions écologiques. Mais pour l'instant, ce que nous faisons, c'est une goutte d'eau dans un océan de désordre écologique. Mais c'est une semence pour l'avenir. Et puis, bon, quelquefois, moi, je me dis, c'est peut-être une semence pour le millénium, voilà, parce que on ne sait pas, Dieu seul connaît l'avenir de l'humanité, mais Dieu, dans la Bible, parle de ce temps du millénium, simplement parce que moi, ce que je pense, c'est que Dieu n'a pas créé, je pense pas que Dieu ait créé enfin, cette planète, cette vie, l'humanité, pour que ça finisse par un échec. Et je pense qu'à un beau jour, bon, apparemment, enfin, quand on lit la Genèse, ça t'est très vite un échec, ça a vite dérapé, mais je pense que Dieu a vraiment envie de réussir quelque chose avec l'humanité. Et c'est un peu ça que je vois à travers le millénium, et donc qui viendra, je ne sais pas quand, hein, je suis pas du tout un prophète, et d'ailleurs personne ne peut l'être s'il est fidèle à la Bible, mais je pense que tout ce que nous faisons, ce sont des semences de ce que, en toute modestie, hein, parce qu'on se pose toujours la question tous les jours, est-ce que ce que je fais sur le plan très concret de la technique, de l'organisation, est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur veut de nous, hein, ça, on se pose toujours la question. Mais on a aussi le sentiment d'aller dans une direction qui n'est pas contraire non plus à la volonté de Dieu. Voilà ce que je pourrais dire. Ok. Ben, déjà, moi, je voudrais quand même rebondir sur les paroles qu'a dit Henri avant parce que elles me stupéfient. Parce que je suis moi aussi quelqu'un qui pense pas mal au millénium et pour lequel c'est une période dont on parle absolument jamais ou très très peu, mais qui est pour moi extrêmement importante comme point de repère.
c'est-à-dire la période où on va réparer, la période où on va présenter à Christ le monde. On va finir la mission de confier à Adam et Ève. Et le diable n'aura aucun sujet de satisfaction, ne pourra même pas se réjouir d'avoir détruit la création. Un très joli passage dans Ésaïe 14 qui parle de la chute de Satan, et les arbres des champs se réjouissent. Il dit, maintenant que tu n'es plus là, ben, on est tranquille quelque part, personne ne monte plus pour nous abattre. Et lorsqu'on est du côté de Dieu, on est du côté des arbres. On est du côté, on est profondément du côté de la création, non pas parce qu'on en fait partie seulement, mais parce que nous en sommes les bergers et les gardiens. Et pour moi, c'est vraiment cette période où on va présenter la terre à Christ, qui la présentera à son Père, et puis on passera à autre chose. En tant que pasteur, en tant que chrétien, donc actif dans le ministère aussi, toutes ces années, ça a été l'occasion pour moi de réaliser à quel point le dernier commandement de Christ, qui est très très important pour nous les protestants, les évangéliques, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-les, ce que les anglo-saxons appellent the Great Commission, ce dernier commandement de Christ, à quel point en fait il va bien avec le premier commandement de Dieu à l'humanité, de garder et de cultiver le jardin. À quel point ce premier commandement est oublié dans l'Église comme si Dieu l'avait annulé. Et Dieu l'a jamais annulé. Et le fait de le tisser avec le dernier commandement, c'est quelque chose qui marche très bien. Tu as une communauté musulmane au Sahel qui petit à petit s'ouvre à l'idée de l'alliance avec Christ, qui s'ouvre parce qu'elle voit la vie revenir sur un territoire, parce qu'elle voit les bons fruits, comme je crois que c'est dans Genèse 26, Abimelech qui disait à Isaac, mais je veux avoir une alliance avec toi parce que je vois que Dieu est avec toi. Et donc cette idée, non pas de faire des campagnes d'évangélisation, non pas de faire des choses très bruyantes et très voyantes, mais de travailler avec la création pour la rédemption de l'homme, c'est quelque chose, je me suis aperçu que c'était une approche très efficace. On a commencé avec juste un petit groupe de chrétiens, et aujourd'hui à Beersheba, on a une église d'une centaine de personnes, on a des gens de la communauté qui ont été guéris, on a et donc c'est cette réalisation que nous, l'Église, nous perdons beaucoup en n'incorporant pas le premier commandement dans nos stratégies missionnaires. Ok, merci. Je donne juste la parole à Rachel. Oui, juste une toute petite parenthèse de vouloir préciser que Arocha, en tant qu'association, n'a pas de position définie sur les questions du millénium. Et c'est sûr que les chrétiens, en lisant le Nouveau Testament et l'Ancien Testament aussi, arrivent parfois à des conclusions un peu diverses sur la chronologie de comment Dieu va agir à la fin des temps. Ce qui est vraiment important, c'est que nous savons la victoire lui appartient. Et voilà, il y a beaucoup de détails qu'on pourrait discuter. On aura dans ces Zooms sûrement des intervenants qui auront des positions un peu différentes des uns des autres sur exactement comment Dieu va accomplir toutes choses. Voilà, juste pour préciser ça. Merci tous les deux. Enfin, si on est en bonne harmonie avec elle, la nature, elle est belle, quoi. Si on ne la tourmente pas, si on ne la surexploite pas, on s'émerveille chaque année du printemps, quoi, du réveil de la nature, que ce soit sortir de l'hiver ou sortir de la saison sèche. On s'émerveille de cette vie qui renaît, et puis
de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut en faire entre nos mains aussi, quoi. En tout cas, si on vit dans un endroit assez équilibré au niveau de la nature, c'est toujours un émerveillement, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, Je ouais. viens, je viens de vous envoyer à tous là un de mes versets préférés dans la Bible, qui est Ésaïe. Est-ce que je me suis pas trompé? Je crois que c'est 32-15. Je crois que c'est ça. Lorsqu'on entre dans une parcelle de permaculture, ou disons une parcelle qui tend vers la permaculture, dans le Sahel, c'est une expérience à la fois incroyablement apaisante et esthétiquement, c'est quelque chose. Tu sors tu as l'air sec, et soudain tu vois tu vois les planches avec un joli paillage, tu vois les arbres qui s'étagent, tu vois les arbres fruitiers au milieu des planches, tu vois la forêt qui entoure tout cela, tu vois des espèces d'arbres qui à la fois nourrissent l'homme, le bétail, protègent contre les vents de poussière, des légumineuses qui fertilisent le sol. Tu vois des gens qui travaillent la terre, qui sont à l'ombre au lieu d'être au soleil, et c'est tout simplement magnifique. Tu as envie de pleurer, tu te dis mais il faudrait que tout soit comme ça. Et donc oui, on est encore très très touché par tout ça, d'autant plus que on est toujours au début de tout ça. Je sais pas si Henri, tu es d'accord, on a l'impression des fois d'être d'effleurer encore les choses. Il y a tellement encore de choses à connaître et à découvrir sur la nature, comme disait notre oratrice là tout à l'heure. Là, ce qui se passe à 50 centimètres au-dessous de nos pieds, ça reste quand même un mystère encore. Et donc oui, on continue à être émerveillé. Super. On aime beaucoup les oiseaux aussi à Beersheba. Le projet Beersheba abrite au mois de janvier-février à peu près 50 000 tourterelles des bois. Je sais pas comment elles ont trouvé l'endroit, mais elles ont décidé d'en faire leur sanctuaire. Alors que c'est une espèce d'oiseau qui est en train de disparaître en Europe. Mhm. Il n'y en a plus que 5000 en Angleterre. Il y en a plus ceux qui ont lu le livre Wilding savent de quoi je parle. Donc, les oiseaux qui sont à Beersheba, ils sont magnifiques. Et donc tout cela est très joli. Ok. En fait, à notre niveau, comme je l'avais expliqué, c'est d'abord un travail qui est fait sur le cadre paysager. Et alors, si vous pouvez après donner peut-être l'adresse du site, les gens peuvent aller voir sur le site internet. En fait, c'est des travaux d'aménagement qui sont assez colossaux. Il y a énormément de terre à remuer, il y a des grillages, puisqu'en fait, on n'en a pas parlé, mais en tout cas au Burkina Faso, pour ce que j'en connais, une des principales causes de la désertification, enfin la première cause, la cause la plus forte avant l'agriculture et avant les feux de forêt, c'est la divagation du bétail. Et donc, pour vraiment arriver d'ailleurs, c'est ce que je crois c'est fait à Beersheba, hein, il y a un grillage qui entoure le domaine, enfin, Eric confirmera, mais si vous ne vous protégez pas du bétail en divagation, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez pas régénérer les sols, les herbages, les arbres, et la seule solution sera, pour que ce soit vraiment en dehors d'un grillage, la seule solution, ce sera de faire un jour une interdiction, changer les lois, mais ça, c'est pas du tout évident aujourd'hui, parce que plus il y a de problèmes de désertification et plus les gens vont se reporter sur l'élevage, et plus ils se reportent sur l'élevage, et plus il y a d'animaux en divagation. Donc, c'est assez complexe comme chose à résoudre. Donc, en fait, comme je disais, on a beaucoup d'investissements à faire. Et de ce fait, il nous faut des fonds assez importants. Et l'aménagement que nous faisons du bocage sahélien, ça revient selon les contextes topographiques, selon les dimensions qui permettent ou non des économies d'échelle.
ça revient à peu près à 6 à 800 euros par hectare. Et à ce jour, ce n'est pas finançable par les bénéficiaires. Donc, sauf on demande des participations en termes de travail, en termes même de finances un petit peu, mais ça ne dépasse pas les 5% du budget. Ok. Donc, nous, on travaille essentiellement avec des appuis financiers, donc qui nous permettent de faire ces aménagements. Et donc, on le fait par un réseau d'associations qui nous soutiennent, par nos propres donateurs au niveau de Terre Verte, et puis aussi, quand on en a la possibilité, par des financements institutionnels, soit de la part d'une coopération gouvernementale ou d'une coopération, enfin ça c'est plus rare, mais une coopération internationale. Et donc voilà, c'est sur la base, c'est la base sur laquelle on travaille actuellement. On étudie un peu l'idée de le faire sur la base d'un crédit qui serait pris par les paysans bénéficiaires. Économiquement, ça pourrait se faire si les gens adoptent vraiment des très bonnes pratiques. Après, ils peuvent multiplier leur rendement par deux ou trois, donc ils peuvent très bien rembourser un crédit. Mais bon, alors c'est faisable sur le papier, mais après il y a les réalités. Et ce qu'il faut vraiment éviter avec un crédit, c'est si vous faites un système de crédit et vous avez quelques personnes qui arrivent à ne pas rembourser, eh bien tout le système s'écroule. Parce qu'il faut savoir que le système, que le paysan ici en général n'est pas solvable. Enfin, il n'a rien à hypothéquer. C'est pas qu'il n'est pas, il peut devenir solvable, mais il n'a rien à hypothéquer, donc on peut rien lui retirer s'il rembourse pas le crédit. Donc c'est très complexe pour l'instant, mais à terme on a cette idée. Et sinon, nous on compte surtout sur l'aide internationale. Dans ce sens que qu'on contribue aussi à fixer le carbone de l'atmosphère, à améliorer les conditions à lutter contre le désert simplement, améliorer globalement les conditions d'humanité. Donc à ce titre-là, on estime que ça mérite qu'on nous finance, quoi. Voilà, c'est notre principe. Et puis on a remarqué que par rapport à certaines solutions que l'humanité est en train de chercher, par exemple, aller sur la planète Mars, aller chercher une autre planète, une planète B pour au cas où ici ça n'irait plus, on irait recommencer les mêmes bêtises ailleurs. Par rapport, par exemple, à la conquête de la planète Mars. En tout cas, on est très concurrentiel au niveau de la reconquête du Sahel et du Sahara. Voilà. Merci. Alors Eric, vous avez partagé des ressources dans la discussion. Donc un cœur et des mains pour faire les dons. Et il y a une boutique en ligne, takuma.com. Peut-être juste un mot rapidement quand même sur votre modèle économique, comment vous fonctionnez. Aujourd'hui, on est à peu près 60 à 70% de nos ressources qui viennent des produits que nous vendons. Nous vendons de la viande bio dans les supermarchés à Dakar et Hambourg. Et nous fonctionnons aussi, il y a beaucoup d'organisations maintenant qui utilisent notre centre de formation. Donc, on a eu par exemple Entrepreneurs du Monde ou des gens qui viennent, qui sont demandeurs de formation en agroécologie, qui nous envoient des étudiants et qui payent. C'est un modèle que je trouve très sympa. On a un dortoir. Et le reste, c'est des dons d'églises, d'organisations. On a aussi la coopération allemande qui nous aide, l'ambassade de France qui s'est mise à nous aider. Okay. Un petit peu après une vingtaine d'années. On a et puis bon, ce qui nous manque beaucoup, là on a la tête dans le guidon. Ce qui nous manque beaucoup, c'est des gens qui pourraient un petit peu justement développer nos produits à l'export, tout ça. Donc
Vraiment, Takuma, c'est super parce que c'est, je sais pas si vous connaissez Annick Baloko, Annick et Gilon Baloko. Annick, Annick, je crois que c'est la directrice de Meder en France, et son mari Ginon, c'est lui qui a eu l'idée de faire Takuma, de faire connaître nos produits. Donc, c'est des très bons cadeaux de Noël à faire. Là, je me retrouve, par exemple, comme le produit n'est pas encore connu, j'ai 300 litres d'huile de moringa, qui est une huile extrêmement précieuse, absolument extraordinaire. Je cherche, j'aimerais bien la vendre, mais j'ai pas de canaux, j'ai pas de compétences tellement marketing là alors que c'est un produit totalement extraordinaire. Je vais finir par la vendre en Chine. Donc, je manque parfois un petit peu de relais pour faire connaître Beersheba, les produits du Sahel ici. Et sinon, une façon de nous aider, c'est ce que disait Henri tout à l'heure, c'est de répandre. Venez nous voir, venez nous rendre visite. Souvent, même une petite discussion comme ce soir on a eu, ça rend vraiment, ça peut pas donner l'impression que vous aurez quand vous aurez vécu 10 minutes ou 15 minutes à Beersheba. C'est quelque chose qui frappe les yeux, et nos visiteurs deviennent souvent des ambassadeurs aussi de ce que nous faisons. Donc, vous voulez nous aider, venez nous rendre visite, ça nous fait plaisir. Et je sais pas chez vous là-haut avec 5e ou 6e vague, mais c'est quand même possible en ce moment. Super, merci Eric. Donc, répandre la bonne nouvelle plutôt que de répandre des pesticides. Voilà, c'est un peu la conclusion de tout ça. Franchement, merci beaucoup. Moi, ça m'inspire vraiment tous ces projets de re-harmonie avec la nature. Donc, encore une fois, merci à Eric et merci à Henri. On a partagé dans la discussion les sites de l'ONG Terre Verte, de Beersheba, de la boutique en ligne. Voilà, donc regardez la discussion pour avoir tout ça.